Bonjour, je suis Amandine Dubiès, journaliste pour la Lettre API. Comment la nouvelle génération incite les entreprises à se réinventer? Vaste question. On leur donne plusieurs noms à cette nouvelle génération pour tenter de comprendre leurs aspirations. Les millennials, la génération Y, la génération Z. Les 18-30 ans sont un véritable casse-tête pour les entreprises. Il y a quelques années encore, ils rêvaient de postes dans des grands groupes avec des carrières longues. Ils n'en veulent plus. On les dit peu investis, c'est sans doute pas le cas. Qu'ils soient diplômés ou non, ils sont surtout en quête de sens et ils ne sont pas prêts à s'engager dans une entreprise dont ils ne partageraient pas les valeurs. Pour les entreprises, cette nouvelle génération représente peut-être une chance, l'occasion pour elles de se challenger, surtout dans un contexte de pénurie de talents. On va en parler tout de suite avec nos invités. Bonjour à tous les quatre. Vous pouvez prendre vos micros. Je commence par vous. Bonjour David Mauvoisin, vous êtes associé et chargé d'affaires du cabinet de conseil RH L'Étincelle RH à Nantes. Vous avez l'habitude d'entendre les deux sons de cloche, les demandes des entreprises pour lesquelles vous recrutez et les retours des candidats qui postulent avec leur CV. On parlera de leurs aspirations à tous les deux et de la taille du fossé qui parfois se creuse entre les deux parties. Léa Lermite, bonjour, vous êtes étudiante à Audencia en Master 1. Et vous êtes aussi membre de la Junior Entreprise, où d'ailleurs vous êtes responsable de la RSE. Vous vous apprêtez, vous, à entrer dans le monde merveilleux de l'entreprise. Vous nous parlerez de vos envies, de vos aspirations, de vos exigences aussi, de votre entreprise idéale, en quelque sorte. Avec nous également, autour de la table, Karine Ongaro, vous êtes DRH du groupe SNCF en Pays de la Loire. Vous recrutez chaque année une centaine de personnes par an. Ce sont des conducteurs de train, des contrôleurs, des agents de maintenance. Vous nous racontez comment cette génération bouscule le grand groupe que vous représentez, qui n'a pas l'habitude d'être confronté au turnover de ses salariés. On en parlera tout à l'heure. Enfin, avec nous, Caroline Damon, vous êtes la RRH de la Fonderie Bouillet. Je fais les présentations pour ceux qui ne connaîtraient pas cette entreprise centenaire installée en SNI. La Fonderie Bouillet fabrique des contrepoids en fonte que l'on retrouve, par exemple, pour vous donner des exemples très concrets, dans les manèges, dans les grues, dans les chariots élévateurs. Vous comptez plus de 300 salariés. La pénurie de main-d'œuvre, vous connaissez le sujet par cœur. Attirer les jeunes vers des métiers dits industriels, vous maîtrisez aussi. Cela fait un moment que vous avez repensé même la stratégie de votre entreprise pour attirer ces jeunes et les fidéliser. Comment cette nouvelle génération donc incite les entreprises à se réinventer? C'est parti. On va essayer d'en dresser un portrait robot de cette nouvelle génération avec vous. David, vous avez l'habitude au sein du cabinet de conseil RH Étincelle RH d'en rencontrer. Des 18-30 ans, vous les côtoyez tous les jours. Si vous deviez dresser un portrait robot, le CDI, bof, c'est pas vraiment le Graal. Les longues carrières, non merci. Désolé, mais le baby-foot, le canapé et la trottinette dans l'entrée de l'entreprise, ça ne marchera pas non plus pour les attirer. Par contre, autonomie, flexibilité, oui. Trouver un sens au travail, oui, oui et encore oui. Bonjour. Effectivement, déjà, merci de nous avoir conviés à cette table ronde. Le portrait que vous dressez effectivement est déjà bien complet. Pour faire un peu d'histoire, c'est une génération qui est née après les années 95-96. C'est une génération qui s'est construite dans un flou économique qui nous a fait passer par différentes périodes, une prise de conscience et une responsabilité sociétale, environnementale. Donc forcément, ils arrivent avec un certain nombre d'attentes sur le marché du recrutement et puis une co-responsabilité envers l'entreprise. Effectivement, le deal de l'emploi que les baby-boomers ou que d'autres générations ont pu connaître n'est plus d'actualité. Effectivement, cette quête de sens est réelle et attendue. Alors quand on parle de sens, c'est parfois un petit peu galvaudé. C'est quel est le sens de mes actions pour le bien de mon entreprise et dans le cadre de l'ensemble de nos actions. Donc derrière ça, il y a aussi des attentes environnementales et sociétales une fois de plus. Mais c'est déjà quel est le sens de mon travail et de mes propres actions qu'on n'évoquait plus forcément au moment des recrutements. On était recruté pour exécuter une tâche. Aujourd'hui, on vient plutôt pour une mission, en comprendre son sens et peut-être effectivement s'inscrire dans un temps plus court parce que si la mission est arrivée à son terme, on en cherchera une nouvelle pour aller développer de nouvelles compétences. Point extrêmement important aussi, alors je ne sais pas pourquoi elle s'appelle la génération Z, je ne sais pas quelle sera celle qui lui succédera, j'espère qu'il y en aura une parce que c'est quand même la dernière lettre de l'alphabet, donc c'est assez responsabilisant. Et puis, il y a un autre élément aussi, c'est que c'est la génération qui est née digital native, qui n'a connu que le monde avec Internet. Donc ça aussi, ça rebat un peu les cartes dans leur capacité à aller chercher de l'information, à avoir cette notion d'apprenance au sein de leur parcours, qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous.
c'est la capacité à continuer à apprendre au sein de son parcours. On parle d'avoir plusieurs métiers dans une carrière désormais. Et puis, ça replace au centre aussi des compétences attendues par les clients, ce qu'on appelle les soft skills, ce que vous connaissez tous ici. On parle de personnalité, on parle une fois de plus de capacité à s'intégrer dans une culture d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'au-delà des compétences techniques attendues, on va venir chercher quelqu'un qui va s'intégrer dans un collectif. Et il y a de la réciprocité, c'est-à-dire que le candidat ou la candidate va attendre aussi que le collectif lui apporte. Oui, ce qui peut surprendre les entreprises, c'est la question parfois de candidats qui disent « qu'est-ce que vous, entreprise, vous pouvez m'apporter ?» Ce qui peut décontenancer certaines entreprises en se disant « mais jamais on m'a posé cette question-là », alors que là, on parle vraiment effectivement d'une demande qui sont attachées à la réciprocité de l'engagement. Exactement, mais je pense que c'est la société qui est en train de changer à travers ça, et en fait c'est le reflet pour des dirigeants qui n'avaient pas l'habitude que cette question leur soit posée, et effectivement elle fait sens parce qu'elle fait sens pour le co-engagement que les deux parties vont prendre, et qu'on assiste désormais à une vraie rencontre éthique, équilibrée, et effectivement ce sujet, moi je fais partie d'une génération plutôt née dans les années 80, où on était encore peut-être un peu corvéable, cette notion-là elle disparaît petit à petit, et je pense qu'elle fait... c'est plutôt bon signe qu'elle disparaisse, et une fois de plus que ce rapport soit équilibré entre recruteurs et potentiellement recrutés. Léa Lermite, vous êtes étudiante donc en Master 1. Est-ce qu'on parle bien de vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le portrait qu'on est en train de faire de cette génération? En effet, je pense que... merci pour la description. C'est assez rigolo d'entendre parler de sa génération, du coup, à la troisième personne. En effet, je pense que tout est dit. La recherche de sens et plutôt de collaboration. En fait, comme vous venez de le dire, quand on recherche un emploi, je pense que ce qui nous différencie, c'est vraiment ce côté de collaborer et d'utilité. Vraiment avoir l'impression de servir à quelque chose d'entreprise et pas là d'être recruté pour une mission, enfin pas là d'être recruté pour un poste, mais justement pour un projet, une synergie. Et je pense que c'est vraiment un point essentiel dans les fiches de poste qu'on regarde maintenant. Peut-être que je ne sais pas, c'est difficile du coup de faire la comparaison parce que je ne sais pas ce que vous faisiez avant, mais regardez les critères, les soft skills, c'est ça, c'est savoir si on se retrouve dans la personnalité. Est-ce qu'on se retrouve dans la personnalité d'entreprise? Est-ce qu'on partage des valeurs communes? C'est vraiment des questions qu'on se pose énormément. Du coup, j'ai du mal à dire en comparaison avec la avant parce que j'ai pas envie de parler pour une chose que je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je me reconnais vraiment beaucoup dans ces descriptions. Vous y êtes presque, vous, dans le monde de l'entreprise. Là, vous êtes déjà dans une junior entreprise. Une junior entreprise, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association au sein de l'école de commerce qui vous permet en fait d'apprendre à être finalement une entreprise, une mini-entreprise, mais qui rend quand même des services aux entreprises. Vous êtes déjà en contact donc avec des entreprises clientes qui viennent vers vous pour vous demander des choses. Vous m'avez raconté quand on préparait cette table ronde que ça vous est déjà quand même arrivé de refuser des missions parce que vous trouviez que l'entreprise qui venait vers vous n'avait pas un contact qui allait dans le sens de la démarche de la junior entreprise. Vous pouvez me raconter un peu cette expérience que vous avez vécue? Du coup, pour préciser un petit peu, Audencia Junior Conseil, ce que c'est, donc c'est une association étudiante qui accompagne les entreprises dans diverses missions, des études financières, des études de marketing, mais également une démarche RSE. Et donc on a plusieurs moyens de rentrer en contact avec les entreprises, notamment par du contact spontané sur notre site internet ou autre. Et comment ça se déroule? C'est des entreprises qui nous font part de leurs besoins. Et en fonction de ça, nous, on réfléchit, est-ce que ça rentre dans notre cadre déontologique ou est-ce que ça rentre dans nos valeurs également? Et c'est vrai qu'on a déjà eu affaire à des entreprises qui avaient pour mission un petit peu d'utiliser nos étudiants. En fait, au sein de la junior entreprise, nous, on fait le lien entre les étudiants de l'école, donc qui sont intervenants sur des missions et qui sont capables de réaliser donc, des besoins pour les entreprises. Et finalement, si une entreprise veut juste utiliser, parce que c'est le mot, les étudiants pour la prospection directe ou ce genre de mission, nous, on prend parti du fait que ce n'est pas pédagogique et ça n'a aucune valeur pour les étudiants. Donc, on préfère refuser ce genre de mission. Et donc, là, c'était une entreprise qui ne respectait pas la fonction pédagogique de l'association, qui vous prenait juste pour des exécutants, pas trop chers, moins chers que sur un marché classique de l'entreprise, de B2B, et qui a voulu un peu abuser. Et là, vous avez dit stop. Je dis ça parce que, pour moi, ma génération, on ne disait pas stop. On ne pouvait pas. C'est ça. Mais vous l'avez dit sans aucun problème parce que ça ne correspondait pas à vos valeurs.
Tout à fait. Alors, on précise aussi qu'on a soumis un cadre de déontologie par la CNJE, qui est la Confédération nationale des jeunes entreprises, et qui permet justement de s'assurer que, au sein des jeunes entreprises, on assure notre mission qui est pédagogique. C'est vraiment l'intérêt pour les entreprises. Travailler avec une jeune entreprise, je le précise, c'est vraiment un atout essentiel, puisqu'on est vraiment c'est que des étudiants donc, qui sont encore en parcours d'études, qui sont motivés, qui sont engagés. Et on le voit tout de suite, nous, en tant que chefs de projet qui font le relais entre les étudiants et le besoin de l'entreprise, si c'est une mission qui n'a pas vraiment de valeur et un intérêt derrière, l'étudiant ne sera pas engagé. Et c'est vraiment la notion d'engagement qui est forte. Je pense que les étudiants d'aujourd'hui qui ont envie de s'investir plus tard, du coup, que ce soit dans une mission au sein de la JE ou bien en entreprise, ont vraiment envie de s'engager. On n'est pas du tout une génération feignante, au contraire, et on a envie de s'engager pour un projet qui nous parle, dans lequel on trouve de l'intérêt, de l'utilité, et c'est là qu'est la différence. Pour une mission, on parle plus d'une mission maintenant que d'un travail. Oui. Ou d'un contrat, ou voilà. Et vous disiez aussi, quand on préparait cette table ronde, vous me disiez que avant pour vous les grands groupes c'était non, des rétros, et là finalement pourquoi pas? Qu'est-ce qui a changé dans votre réflexion? Tout à fait. Alors je précise quand même que voilà, je suis en école de commerce, j'ai fait une classe préparatoire avant, donc parler pour ma génération, je précise que j'ai aussi la chance de faire partie de cette d'une partie de la génération. Avant, quand j'étais plus jeune, du coup, c'est vrai que j'avais une image donc, des entreprises comme peut-être du greenwashing, des entreprises qui font que des mauvaises choses finalement et qu'il fallait se tourner que vers les petites entreprises et un peu un dégoût du coup pour les grandes entreprises et leur greenwashing. Mais finalement, j'ai réalisé du coup, notamment pendant mes années de classe préparatoire, qu'en fait, on n'allait pas changer le modèle économique du jour au lendemain et on n'allait pas mettre à la porte toutes les entreprises qui existent aujourd'hui pour pour créer de nouvelles synergies avec des nouvelles entreprises qui, elles, ont déjà donc des valeurs de RSE peut-être dans leur ADN. Mais au contraire, j'ai réalisé que c'était plus pertinent, enfin pas plus pertinent, mais que je me retrouvais beaucoup dans le projet de changer et d'accompagner justement les grandes entreprises dans une démarche. Justement, je pense pas que c'est parce qu'on est un grand groupe qu'on doit se refuser d'avoir une démarche RSE. Au contraire, c'est totalement dans le changement et c'est totalement possible. Du coup, voilà, dans le quoi, je pense pas, non, que c'est pas compatible de trouver des sens au sein d'un grand groupe. Je vois à côté de vous, vous êtes entouré de deux responsables RH qui écoutent avec attention vos paroles. Karine Ongaro, vous êtes DRH de la SNCF en région Pays de la Loire. Alors, pour remettre le contexte, la SNCF en Pays de la Loire, c'est 1100 personnes. Des conducteurs... TER Pays de la Loire, c'est 1100 personnes. Sinon, sur le territoire, le groupe SNCF, c'est plutôt 6000 personnes. Oui, 6000, d'accord. 6 fois plus. C'est ça. Alors, vous avez des conducteurs de train, des contrôleurs, bien sûr, des vendeurs au guichet, des techniciens de maintenance, et puis, bien sûr, des fonctions support. Vous avez recruté une centaine de personnes l'an dernier, c'est ça ? Une centaine de personnes, et vous êtes aussi confrontés à la pénurie de main-d'œuvre, mais pour la SNCF, c'est nouveau. Avant, on n'avait pas vraiment besoin, quand on s'appelait SNCF, déjà de se présenter, ni même d'aller vers les candidats. Maintenant, vous devez aussi faire ce travail d'attractivité ? Alors, c'est vrai, on a recruté une centaine de personnes l'année dernière à TER au sein de la SA Voyageurs, sur 1200 personnes, donc c'est beaucoup. Et on a la chance d'être sur un territoire où il y a une dynamique de l'emploi qui fait qu'on recherche à peu près tous les mêmes ressources au même moment. Donc ça nous oblige, en fait, c'est pas qu'on est en difficulté pour recruter, mais ça nous oblige à recruter différemment, c'est-à-dire à pas forcément attendre que les gens viennent à nous, mais c'est aussi aller les chercher. Et quand on les rencontre, quand ils viennent à notre rencontre, il faut savoir qu'ils connaissent très bien l'entreprise. Donc ils nous ont déjà un peu choisis pour notre politique RSE, comme c'était évoqué. Et à la SNCF et dans le groupe SNCF, notre politique RSE, elle est en place depuis déjà plusieurs années. Mais les jeunes qui viennent à nous, ils connaissent notre politique RSE. Mais ils viennent chercher un sens, une utilité, et donc il faut qu'on puisse servir ce sens dès l'entretien de recrutement, mais tout au bout en fait de leur parcours, de l'intégration à la formation, en passant par leur déroulement de carrière dans l'entreprise. Donc c'est ça qui change. Donc on n'est pas forcément en difficulté pour recruter, ça nous oblige à nous réinventer dans le dialogue et le contact qu'on peut avoir avec eux au quotidien. Oui, parce que le process de recrutement
est long, c'est-à-dire déjà, on en reparlera, mais du recrutement en lui-même, mais ensuite, une fois qu'ils sont intégrés, il faut aussi les former, puisque vous faites un métier spécifique. Conducteur de train, ça ne s'apprend que dans un train, donc ça prend des mois avant d'être réellement opérationnel, c'est ça. Puis une fois que ces jeunes sont formés et opérationnels, ça y est, ils vous disent en fait j'ai envie de faire autre chose. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, mais ils nous obligent à leur proposer un projet qui évolue. C'est-à-dire ça, c'est un changement très fort. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, on choisissait la SNCF et un métier en particulier, et peut-être on se projetait pour faire ce métier toute la vie, jusqu'à son départ à la retraite. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Les jeunes qui viennent à nous, ils choisissent un métier, donc conducteur de train. Ils sont OK pour s'engager dans une entreprise qui fait sens et qui sert leur utilité, leur sentiment d'utilité. Alors, quand on choisit la SNCF, le sentiment d'utilité, d'être au cœur de la vie du plus grand nombre, c'est assez facile de le trouver. Mais ils cherchent encore bien plus que ça. Ils cherchent à avoir une place en tant que citoyen. Donc c'est comment est-ce que je peux m'engager dans une fondation à la SNCF pour faire du mécénat de compétences, ou comment est-ce que par mon action au quotidien, je contribue aussi à préserver la planète. Donc, une fois qu'ils ont choisi l'entreprise pour ces raisons-là, en fait, ils doivent apprendre un métier. Et nous, on doit leur apprendre ce métier en interne à la SNCF parce que ça ne s'apprend pas à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, c'est un temps long de formation, donc ça suppose un engagement très fort en termes de formation. Puis, quand ils commencent à exercer leur métier, ils viennent nous voir en disant « c'était super, mais qu'est-ce que tu me proposes après ?» Donc, pas tout de suite, mais qu'est-ce que tu me proposes après? C'est quoi le parcours? Et le parcours, il n'est pas forcément linéaire comme on pouvait l'imaginer il y a encore quelques années. C'est-à-dire, on est conducteur de train TER, et puis on peut imaginer qu'en développant de nouvelles compétences à l'ancienneté, on devient conducteur de TGV. Donc, il y a une partie des jeunes qu'on recrute qui ont envie de ça. Mais il y a aussi une partie des jeunes qu'on recrute qui disent après conducteur de train, moi j'ai envie de faire un des autres 150 métiers proposés par le groupe SNCF. Et donc ça nous oblige à réfléchir à des parcours, une formation qui répond à ce nouveau besoin. Ça vous oblige à vous réinventer? On a la chance, grâce à ces jeunes-là, de nous réinventer rapidement et de leur proposer quelque chose qui leur donne envie de rester. Parce que si on ne leur donne pas ces perspectives-là, alors ils nous disent qu'ils vont aller chercher ces perspectives ailleurs. Ça arrive qu'il y ait des jeunes qui partent de la SNCF? Alors, ça arrive, mais dans des proportions bien plus faibles qu'une entreprise classique, quand on choisit la SNCF, et aussi parce qu'on a la possibilité justement d'avoir des parcours et des métiers très variés. On y reste quand même en moyenne beaucoup plus que dans d'autres entreprises. Donc on a un nombre de démissions très très faible et un turnover, quand on se compare à d'autres entreprises, bien plus faible. Ce qui ressort, c'est donc une génération qui est plus exigeante que ses aînés. Caroline Damon, c'est ce que vous aussi vous remarquez au sein de la Fonderie Bouillet? Oui, complètement. En fait, aujourd'hui, ils sont plus exigeants. Ils ont certaines revendications, donc entre autres la démarche RSE, bien sûr. Mais c'est surtout qu'ils veulent savoir, comme le disait Karine, qu'est-ce qui va se passer après. Donc, il faut presque dès le rendez-vous, l'entretien de recrutement, leur proposer un potentiel parcours pour les développer, qu'ils montent en compétences, qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils participent aussi au développement et à la croissance de l'entreprise. Voilà, ça ne peut pas s'arrêter juste au poste pour lequel ils sont en train de postuler finalement. Alors c'est intéressant, ça nous remet tout le temps aussi en question, nous, direction, je dirais, ce qui permet vraiment d'accompagner nos projets, entre autres la démarche RSE, tout au long de la vie de l'entreprise, parce que ça n'est jamais figé, c'est pas un musée, ça bouge tout le temps grâce à ces nouveaux candidats qui arrivent, ces jeunes. Oui, la façon de les fidéliser, de les attirer et de les fidéliser, c'est aussi de les inclure complètement dans la stratégie de l'entreprise. Donc d'être transparent déjà. La première exigence, c'est la transparence sur l'entreprise en elle-même, ce qu'elle fait, ses résultats, où elle va, où est-ce qu'elle veut aller, et puis aussi sur la RSE. Vous, ça vous a bousculé de cette manière-là dans la communication interne au sein de l'entreprise? En fait, moi, je suis assez récente dans cette entreprise et ce qui était très intéressant, c'est justement, comme vous le disiez, cette communication. C'est-à-dire qu'en toute transparence, les informations relatives au bilan, à toutes les informations économiques trimestrielles et autres, tout est partagé avec les collaborateurs. On ne leur cache rien, c'est aussi le fruit de leur travail, en collectif, bien sûr, mais c'est le fruit de leur travail. Cette communication et cette transparence-là, elle les fait aussi réfléchir. Et on a une grande majorité de postes ouvriers qualifiés. Et pour autant,
c'est eux qui nous amènent à réfléchir quand les résultats sont moins bons que ceux attendus, quand on ne va pas sur certains projets ou autres. C'est eux qui nous mettent en réflexion, c'est eux qui nous permettent de voir les choses, une facette du prisme un peu différente. De quelle manière ils interviennent, ils vous font des propositions, Alors, on a la chance d'avoir une direction, la porte est toujours ouverte, donc effectivement, il y a toujours la voie managériale, mais très facilement, finalement, ils viennent dans les bureaux, ils nous en parlent, ils nous proposent des choses. On a aussi des projets on a eu des projets de transformation de l'entreprise. Maintenant, voilà, on a une vision qui est plutôt moyen-long terme, à laquelle, justement, ils participent sous forme d'ateliers, sous forme de moments d'échange et autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on leur apprend finalement à co-construire l'avenir de cette entreprise. On veut le faire ensemble. Alors, après, l'envie de chacun est très différente, mais on remarque que les jeunes sont vraiment investis là-dedans. Comme disait finalement Léa tout à l'heure, les jeunes sont plutôt là pour une mission. Mais une mission, ça a un début, mais ça a souvent une fin. Et là où nous, on doit être très inventifs, c'est comment les faire participer, adhérer et donc aussi donner du sens, et grâce à des moyens comme entre autres la démarche RSE, comment les faire adhérer pour qu'on ne se retrouve jamais en fin de mission, qu'il n'y ait jamais cette fin, que ce soit finalement tout le temps un renouvellement ou une bascule sur autre chose ou aller plus loin, pousser les lignes. Voilà, c'est notre travail finalement au quotidien et entre autres au niveau de la fonction RH, de s'adapter et de donner envie à cette nouvelle génération. Donc comment dans une entreprise qui, comme vous le disiez, a plus d'une centaine d'années, on va pouvoir mettre en place des projets et des idées pour garder et fidéliser nos jeunes, entre autres. Et là, on parle de postes technicien de maintenance, programmateur de commandes numériques, usineur, mouleur, peintre, ingénieur, dessinateur et barbeur, c'est ça ? Effectivement, comment et puis cubilotier, parce qu'on fait de la fonte, donc les cubilotiers sont les personnes qui travaillent au niveau des fours pour donc fondre les matériaux qui nous serviront à la réalisation des pièces. Comment vous faites pour aller trouver vos futurs recrues ? Vous allez jusque dans les lycées, c'est ça ? Alors oui, on se déplace beaucoup, on assiste à des forums, on tient des stands dans les salons, on va voir les écoles, on va voir les lycées, les CFA. On participe à un maximum d'événements et on invite beaucoup chez nous parce qu'en plus, dans ce secteur d'activité, le monde industriel est plutôt connu, mais le secteur de la fonderie est très particulier et je vous invite à venir visiter parce qu'on organise quand même très très régulièrement ces parcours de visite. C'est un univers qui est très particulier. On a des étincelles dans les yeux parce qu'il y en a autour de nous. Et donc on a vraiment à cœur de faire découvrir le monde de notre entreprise et nos métiers parce que c'est étonnant, c'est voire époustouflant parfois. Donc oui, on travaille beaucoup entre autres avec l'UIMM justement pour organiser des visites. On organise aussi des visites avec des associations de réinsertion, des associations qui aident les migrants, tout ce qui Vous allez beaucoup vers l'extérieur et vous cherchez des profils diversifiés. Oui. Et vous me confiez, Karine, que c'était la même chose. Vous étiez dans cette démarche-là aussi de dire on ne veut pas que le petit jeune mec de 16 ans qui a envie de faire un peu de l'industrie ou un métier de conducteur de train. On cherche à aller vers des profils, à aller vers les quartiers, aller aussi vers les femmes. C'est ça ? Nous, on veut recruter à l'image des clients qu'on transporte. C'est assez simple en fait. Et donc, on veut recruter partout des profils très différents. Et pendant longtemps, on a attendu que les gens viennent à nous, donc postulent directement. Et c'était souvent un peu les mêmes profils. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller recruter différemment parce que ça fait aussi la richesse de l'entreprise. Donc, on va s'appuyer sur de nouveaux dispositifs en contrat de professionnalisation pour s'appuyer sur l'alternance et aller chercher des jeunes qui peut-être spontanément n'auraient pas choisi ce métier-là, donc pour pouvoir les accompagner et leur permettre d'occuper des postes très techniques comme conducteur de tram-train. On va aussi aller au contact des très jeunes, donc en ouvrant nos portes, en montrant nos métiers, en sensibilisant au risque ferroviaire, en parlant de l'entreprise dans des écoles ou à des jeunes qui peut-être spontanément
se disent que la SNCF, c'est pas pour eux, et notamment les femmes qu'on a du mal aujourd'hui à attirer dans l'entreprise. On a encore beaucoup de travail à faire sur le taux de féminisation de l'entreprise, et donc on a besoin d'aller les chercher là où elles sont et leur donner envie de travailler pour nous. Il faut avoir cet esprit d'ouverture. David, mon voisin, vous me disiez que là, on a des représentantes d'entreprises qui s'ouvrent à l'extérieur, mais vous, concrètement, vous voyez quand même des entreprises qui sont un peu toujours coincées dans leur schéma habituel. Oui, alors déjà, on pourrait saluer les initiatives qui sont prises. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça vient synthétiser ce que disait Léa, c'est-à-dire que l'entreprise devient aussi le reflet de la société. Donc, on attend qu'elle soit paritaire, diversifiée, diversité, mixité, etc. Et donc, c'est intéressant, effectivement, d'aller au-delà de ce qu'on imaginait être le portrait type du candidat ou de la candidate dont on avait besoin. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que le dynamisme économique est tel que si on ne s'ouvre pas, de toute façon, ce sont des recrues qu'on ne fera pas venir dans son entreprise. Oui, il y a une forme de dichotomie entre le côté un petit peu avant-gardiste qu'on évoque ce matin et puis la réalité du terrain. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec des entreprises industrielles pour lesquelles l'adage de vivons heureux, vivons cachés restait encore d'actualité. Donc surtout, on ne voulait pas communiquer, on ne parlait pas de soi. Sauf qu'aujourd'hui, si on ne fait pas parler de son savoir-faire, on n'attire pas. Et à la fois, il y a un manque d'ouverture de la part de certains dirigeants ou dirigeantes qui effectivement restent ancrés sur un parcours académique, des temps et des séquences de salariés de X années parce que ça leur semble être plus rassurant. Donc oui, aujourd'hui, il y a une forme aussi de prise de responsabilité. On est là aussi pour leur faire remonter le pouls réel du terrain en leur expliquant que oui, ils doivent changer leurs pratiques et faire preuve d'ouverture. Sinon, de toute façon, ce qui se passe, c'est que les recrutements n'avancent pas, voire on n'y arrive pas. Voilà. Et vous avez le cas d'entreprises qui n'arrivent toujours pas à recruter, qui restent butées sur leur schéma ? Ouais, on commence à en avoir quelques-uns parce qu'on a certains recrutements qui peuvent avoir atteint 1 an pour être pourvus. Voilà. Et on y est allé à la force du poignet. Et en fait, le vrai problème, et c'est là où le monde de l'entreprise va pivoter, c'est qu'il y a une forme de responsabilité aussi de la part des managers qui doit être prise. C'est-à-dire que le rôle du manager va devenir essentiel demain. Il va devoir aussi reprendre une casquette concernant l'intégration, l'onboarding et la formation. Parce que, en fait, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas aller forcément chercher qu'une compétence technique, mais plutôt un potentiel, quelqu'un qu'on va aider à grandir. Et là, le manager va devoir prendre la main de cette personne, finalement, peu importe son âge, et l'accompagner dans son parcours. Et lui donner le fameux sens dont on parle, qui est la direction, la trajectoire qu'on va vouloir lui faire prendre. Et oui, parce que c'est bien beau d'une entreprise qui va se rendre compte qu'elle doit attirer, aller vers les jeunes, mais si concrètement le N+1 n'est pas du tout en accord avec ça, qu'il a un management disciplinaire, dans le contrôle à 100%, on ne va pas y arriver, c'est contre-productif. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès la mise en relation entre le candidat, la candidate et l'entreprise, on sent ce besoin d'authenticité, d'équilibre. Il faut que cette expérience soit véhiculée tout au long de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Je pense même, par exemple, que les sujets d'entretien annuels vont peut-être amener à disparaître demain. Je pense qu'on est plus dans des notions de micromanagement, de coaching, où on vient comme ça fédérer une équipe, la mettre en dynamique et le côté un petit peu... Alors, je n'évoquerai surtout pas le fait qu'il ne faut plus d'autorité dans l'entreprise. Je pense que l'autorité a sa place. Par contre, il faut qu'elle soit mise au service, une fois de plus, du collectif et d'un intérêt collectif et pas juste bomber le torse pour le plaisir de le faire. Du mentorat plus que de la discipline. Exactement. Je pense qu'ils attendent beaucoup de légitimité dans les gens avec lesquels ils travaillent. C'est aussi pour ça que les organisations commencent à s'aplanir tranquillement. Et là aussi, ça responsabilise, une fois de plus, tout le monde. Léa, ça vous parle ? En effet, je pense qu'il y a différents... justement, vous parlez des entreprises qui ont du mal à passer, à changer. On nous demande toujours et encore de l'expérience de stage, de l'expérience de travail. Sauf que là, moi, je suis partie de cette génération qui est en recherche de stage. Si on n'a pas de réalisé de stage avant, il y a toujours le premier, le début, celui où on cherche le premier stage. Et on nous demande toujours de l'expérience avant. Donc, toujours de l'expérience avant. Non, en fait, ce qu'on cherche en faisant un stage, justement, c'est cette montée en compétences, c'est cet apprentissage, cette envie de changer, cette envie d'apprendre, en fait. Je pense qu'on est curieux et qu'au sein des entreprises, si on a envie d'en intégrer une, c'est justement pour savoir ce qu'elle a nous apporté. Et peut-être que si justement on a envie de voir plusieurs, c'est aussi d'apprendre différentes choses, d'apprendre différentes tâches, différentes compétences. Et justement, les entreprises qui ne changent pas en interne, elles seront toujours dans ce besoin de « vous avez fait quoi avant ? Qu'est-ce que vous aurez à nous apporter ?» Et du coup, en fait, si elles sont encore en recherche pendant des années,
c'est qu'elles n'ont pas forcément compris que nous, ce qu'on cherche aussi quand on veut rentrer dans une entreprise, c'est progresser, et qu'on attend justement que cette entreprise nous fasse aussi progresser. Donc c'est justement avec tout ce qui est mécénat interne, tout ce qui est monté en compétences, et donc là où je vous rejoins vraiment, c'est sur ce point. Caroline, je vous vois acquiescer. Karine aussi. Il y a vraiment, vous le remarquez aussi dans vos entreprises, ce besoin aussi, il faut aussi accompagner les managers, les N+1, pour leur dire attention, il va falloir que vous changiez d'attitude. Alors oui, parce qu'en plus, dans un milieu industriel connoté vraiment très, très technique, les managers sont souvent issus d'une filière technique et n'ont pas forcément eu un parcours apprenant sur la partie management. Donc effectivement, c'est là-dessus aussi que la fonction RH a vraiment un rôle, c'est de les accompagner à devenir manager. Devenir manager, ça veut dire aussi, bien sûr, transmettre, mais aussi leur laisser beaucoup d'autonomie, leur laisser une liberté dans l'organisation de leur travail, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est aussi ce qu'ils demandent, c'est aussi ce qu'ils recherchent, pour les aider à grandir. Donc on les aide à grandir en les accompagnant, mais aussi finalement en leur laissant la place de se développer seuls, ou en collectif, mais pas forcément toujours sous l'égide du manager. Donc oui, c'est des choses qu'on entend et pour lesquelles on essaye justement de travailler, de trouver d'autres alternatives, de faire monter en compétence nos managers, on va dire de proximité, nos chefs d'équipe, ceux qui sont directement en lien avec les opérateurs qui ont donc l'expertise technique de nos métiers. Donc oui, c'est tout à fait ça, je rejoins complètement Léa là-dessus, et je rebondis aussi sur la première expérience. Le premier stage, effectivement, ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Je pense qu'on est quand même à un tournant à ce sujet-là. En tout cas, nous, au niveau du groupe Bouygues, c'est très important pour nous de transmettre les compétences. On est sur de l'artisanat, ce sont des métiers ancestraux, on est sur des tours de main, des savoir-faire. C'est des choses qui se voient lors d'un parcours, une formation, entre autres. Mais c'est quelque chose qui se transmet en regardant, en étant à côté d'eux. Et donc, en fait, on essaye d'avoir cette transmission des compétences, de ce savoir-faire, de ce tour de main. Donc, on va plus recruter ou demander aux jeunes d'avoir des valeurs communes à l'entreprise, des soft skills intéressantes, parce que finalement, le tour de main, le savoir-faire, ils vont l'apprendre sur le tas. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les jeunes, on a beaucoup de stagiaires, on a beaucoup d'alternants, pour justement, d'un côté, nous transmettre les compétences avec potentiellement de quoi les recruter après, et puis surtout, eux, leur montrer c'est quoi vraiment nos métiers. Voilà, on ne se cache pas, on vous donne votre chance et regardez ce qu'on sait faire. Les accompagner, donc du tout début, même avant le contrat, l'apprentissage, et puis tout au long de leur carrière, et puis les accompagner aussi peut-être pas d'une manière verticale, peut-être qu'ils ne veulent pas forcément eux-mêmes devenir un manager ou N+1, mais peut-être leur faire découvrir toute l'entreprise, ça peut être aussi une chance. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'une partie des jeunes qu'on recrute aujourd'hui ne se voient pas forcément dans un accompagnement vertical. Il y en a qui ont cette ambition-là, mais il y a aussi l'ancrage territorial, la volonté de découvrir de nouveaux postes et donc de pouvoir évoluer d'un poste à un autre. Et ils ne veulent pas qu'on les enferme en fait dans un poste pour toute la vie. Et donc il faut qu'on puisse leur permettre de développer de nouvelles compétences. Et pour faire le lien avec le rôle du manager, il est essentiel parce qu'en fait, il est au cœur de toutes ces étapes-là. Il doit pouvoir être le relais du sens et des échanges qu'on a eus au moment du recrutement sur la compréhension de l'entreprise. Il doit être là au moment de la formation, mais il doit pouvoir être là aussi pour accompagner les changements de poste et donc de pouvoir passer le relais en laissant penser qu'il y a des perspectives. Pas en se disant, non, ça a été très compliqué de te recruter et de te former, donc tu vas rester sur ce poste-là encore longtemps. Ça ne marche plus dans l'entreprise parce que si on ne donne pas une réponse, une ouverture des perspectives aux jeunes qu'on a recrutés il y a quelques années, encore une fois, ils changent d'entreprise. Et donc, ça suppose d'accompagner les managers sur toutes ces étapes pour que le contrat, finalement, qu'on a partagé avec le jeune quand on l'a recruté, il soit illustré et incarné tout au long du parcours. Sinon, en fait, on a rompu ce contrat du départ et donc on perd nos jeunes. Et c'est assez perturbant pour le manager qui, du coup, se retrouve à devoir lui aussi se transformer, en fait. Et donc, ça suppose qu'on soit vraiment en soutien. Parce que lui, il ne comprend pas. Il n'est pas de cette génération-là et on lui demande d'un coup de changer très, très vite et d'être là au bon moment. Et ce n'est pas simple dans une entreprise comme la SNCF, très, très fortement ancrée sur des valeurs de sécurité, de contrôle, de
de maîtrise, etc., lui apprendre à comprendre ces sujets-là, les porter et lâcher prise, c'est pas si simple. Voilà. C'est en cours concrètement, comment vous faites? Oui, c'est en cours, donc ça suppose à la fois de leur apprendre le lâcher-prise en montrant qu'on implique les salariés qu'on a recrutés dans des changements qui les concernent eux, c'est-à-dire c'est pas l'entreprise en grand qui réfléchit à la place d'eux, mais on donne les clés à ceux qui vivent ces changements-là et on demande aux managers d'être en soutien seulement. Donc ça s'apprend par l'expérience. Et puis après, il y a tout un dispositif de formation pour transformer progressivement des managers qui aujourd'hui finalement dans de la vérification technique. Et encore une fois, c'est bien aussi de faire ça dans une entreprise qui transporte autant de clients chaque jour. On a besoin de garantir cette sécurité, mais en même temps, on veut des managers qui soient des managers coach, qui soient là au bon moment de la vie de chaque salarié et qui soient dans cette transformation-là. Donc ça passe par des formations, par du feedback, qui est un élément essentiel pour nous en ce moment, c'est à pouvoir se parler, se dire les choses et progresser par ces échanges. Vaste chantier. Vous le remarquez aussi, David, dans les entreprises que vous côtoyez ? Oui, c'est exactement ça. Je pense que le manager est au cœur du changement qu'il doit impulser, mais il est contraint par son propre ancien paradigme. Donc c'est difficile pour lui. Le changement, c'est parfois intimidant. Et je pense qu'en fait, le manager doit surtout s'ouvrir à d'autres cultures d'entreprise, se faire former sur des sujets managériaux qui ne sont pas forcément ceux qu'il a connus, et peut-être même pas le modèle de l'entreprise, parce que c'est pas celui que va attendre les gens qui sont en train d'être recrutés. Donc c'est extrêmement important. Il doit être beaucoup plus dans l'air du temps qu'il ne l'était. Et puis effectivement, ce côté d'être le référent technique, le garant technique n'est plus la seule attente, mais effectivement quelqu'un qui va plutôt aider au développement du potentiel de chacun. Donc c'est effectivement, on est en train de prendre un vrai pivot là-dessus. Et peut-être que demain, on ira aussi vers un modèle anglo-saxon où on sera en France récompensé de l'expertise technique sans compétences managériales attendues, et puis des gens qui iront vers d'autres parcours pour effectivement gérer, animer des équipes. Léa, vous validez ? Oui. En effet, le changement, je pense que nous, c'est pas une génération. Enfin, vous parlez d'entreprises qui ont peur du changement, des managers qui ont peur du changement. Je pense que nous, le changement, ça ne nous fait pas peur. Enfin, je veux dire, quand du haut des 20 ans, on connaît la crise du Covid, qu'on passe ses concours chez soi et qu'on est confiné du jour au lendemain, finalement, en fait, on grandit dedans et on apprend des choses comme ça vient. Et du coup, le changement, que ce soit le changement de métier, le changement d'entreprise, en fait, je pense que c'est ce qu'on cherche finalement. Je pense qu'on a un goût pour le changement plus que pour la stabilité, peut-être. Et ça, c'est justement aux managers de trouver des solutions pour nous proposer de quoi varier nos missions, de quoi varier nos quotidiens, de quoi s'impliquer dans des projets différents. Alors peut-être que c'est vrai qu'un goût pour le changement, ça pourrait être un goût pour le trop, mais je pense qu'on peut s'engager et justement, plus il y a une variété de missions et de possibilités en interne, plus on a la possibilité de sensibiliser tout le monde. Et là-dessus, chacun trouve son engagement qui lui parle. Et pour ça, les entreprises doivent satisfaire les envies de chacun et les aspirations qui sont propres à chaque personne. Comment vous faites d'ailleurs pour choisir une entreprise ? Là, vous y avez déjà pensé, vous avez commencé un stage, vous m'avez dit, mais après vous pensez, j'imagine, à l'avenir. Dans 1 an, 2 ans, peut-être, si vous faites une année césure, vous allez rentrer dans le monde de l'entreprise. Comment vous faites pour choisir vos critères déjà, et puis même très concrètement, est-ce que vous allez vers les entreprises ? Est-ce que vous êtes séduite par des noms d'entreprises dont qu'on ne présente plus ? Comment ça se passe ? En effet, comme vous le disiez, la communication, elle se fait maintenant. On connaît les valeurs un peu des entreprises, leur domaine de métier. On sait ce qu'elles font quand on candidate pour une entreprise. On s'est déjà renseigné. En fait, on est clairement une génération qui se renseigne beaucoup. Et là où on cherche la différence, c'est qu'on n'est pas sur l'apparence. En fait, on ne va pas rester sur ce qui est de façade, ce qui est mis sur le site, ce que l'entreprise communique sur ses valeurs, parce qu'il y a la différence entre ce qui est communiqué, donc oui, en externe, mais ce qui est vraiment vécu. Et là où moi, je cherche vraiment quelque chose d'important quand je recherche un stage, c'est vraiment échanger avec les salariés, échanger avec toute personne de l'entreprise pour être sûr que les valeurs sont partagées et que tout le monde participe à la construction de la démarche. Si on demande à n'importe quelle entreprise d'un grand groupe, si on demande à n'importe quel salarié d'un grand groupe quelle est la démarche RSE ou quelles sont concrètement les pratiques mises en place et qui nous répondent qu'en fait il n'en sait rien du tout,
Dans ce cas, pour moi, c'est que l'entreprise n'a pas du tout mis en place en fait une réelle stratégie. Parce que si ça reste qu'au top management et que derrière il n'y a pas vraiment de concrétisation sur place, en fait nous on arrive facilement à le savoir et je pense que ça se repère. Enfin, on cherche beaucoup et on note beaucoup. Je pense qu'on est une génération qui communique et il y a eu assez de polémiques et d'affichage. Je pense à des comptes Instagram toutes bêtes, balance ta start-up. Maintenant, on peut parler et on s'exprime. Si on n'est pas d'accord avec les valeurs d'une entreprise et qu'on trouve qu'en interne, on est maltraité, ça sera communiqué. Et je pense que ça, c'est avant tout la première chose qu'on fait, qu'on s'assure quand on regarde pour une entreprise, c'est que les valeurs sont bien partagées à toute échelle et qu'on s'y retrouvera. Vous regardez les avis clients sous le nom de l'entreprise, c'est ça? Il y a les avis clients, il y a les clients, les avis collaborateurs. Oui, c'est ça, il y a des avis clients et des avis des employés. L'expérience collaborateur, tout à fait. Finalement. Je voudrais juste illustrer. Nous, on accompagne nos clients et puis moi, je suis associé dans notre structure qui compte un peu moins de 30 personnes aujourd'hui. Je rejoins Léa sur ce côté, on est toujours sur un fil entre du digital, du face-à-face. Donc, il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas envie de rencontrer les gens. Je crois que ça les intéresse. Mais effectivement, ils ont une capacité à gagner du temps et de savoir s'ils ont envie d'aller à la rencontre physique une fois qu'on va avoir un peu débroussaillé d'un point de vue digital. On a mis en place dans notre entreprise un schéma qui est assez intéressant dans son format, qui est un format immersif. C'est-à-dire que toute personne qui rentre dans notre process de recrutement pour nous rejoindre va passer une journée entière dans nos locaux avec l'ensemble des services avec lesquels il sera amené à travailler. Au-delà de valeurs affichées sur un site internet, voir le bon camailleux de personnes, etc. Enfin bref, tout ce qui n'est pas le reflet de ce qu'ils attendent. C'est hyper gratifiant pour nos collaborateurs qui parlent de leur métier, de leur savoir-faire. Ça les met en responsabilité aussi d'accueil d'un tiers qui vient dans notre entreprise. Et globalement, on sait à la fin de cette journée si la personne va nous rejoindre ou pas. Et une fois de plus, c'est équilibré. C'est-à-dire que soit la greffe prend pour notre équipe, mais est-ce qu'elle va prendre aussi pour la personne qui est venue à notre rencontre? Et ça rejoint un petit peu ce format expérientiel, un peu événementiel qu'on doit aussi donner au recrutement. Et je pense qu'on doit donner plus aussi pour mieux attirer, ou en tout cas attirer les gens dont on a besoin. Et c'est un exemple, il en existe beaucoup, mais moi-même, je suis confronté à des difficultés pour recruter des gens dans mon secteur d'activité. Donc, sans se réinventer, en tout cas, on s'adapte et on va chercher un format qui correspond aux attentes. Et je pense qu'effectivement, d'aller chercher cette authenticité et cette sincérité dans le projet de l'entreprise, c'est hyper important. Caroline, ça vous parle? Oui, en fait, je me permets de rebondir aussi parce qu'en fait, nous, on a mis en place depuis quelques temps déjà que pour chaque recrutement, donc quand on est plutôt sur une shortlist, en fin de process, de toute façon, chaque entretien est suivi par une visite de l'atelier, par une visite de l'usine. Durant cette visite, forcément, le candidat va pouvoir rencontrer ses futurs collègues, on va dire, parce que aussi pour nous, en fait, nos collaborateurs sont les vrais ambassadeurs de l'entreprise. C'est eux qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les métiers, bien sûr, qui connaissent les projets, qui sont censés les connaître, parce que, voilà, ça me fait penser à ce que vous avez dit avant, les collaborateurs ne sont pas toujours au courant des projets, donc effectivement, mais chez nous, oui, donc ils les vendent eux-mêmes sans qu'on leur demande, parce qu'ils sont investis, c'est ce qu'on expliquait aussi dans une démarche commune et globale. Et c'est, je pense, très important parce que avant même l'intégration, finalement, ils peuvent choisir, mais en connaissant bien sûr ce qui va se passer autour du poste. Ça, c'est l'entretien plutôt formel, en salle de réunion et autres, mais aussi en ayant vraiment connaissance de qui seront les collègues, les collaborateurs, comment on les voit, comment on les sent, est-ce qu'ils ont l'air bien, est-ce qu'ils ont l'air heureux, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps, est-ce qu'on reste dans cette entreprise, quelles sont les conditions de travail, dans quel environnement je vais pouvoir travailler, est-ce que ça me plaît. Donc finalement, voilà, c'est un parcours candidat qu'on construit pour que le candidat puisse choisir, nous aussi d'ailleurs, mais voilà, en bonne et due forme pour qu'il ait toutes les billes avant de faire son propre choix. Karine Ongaro, ça vous parle aussi? Vous me disiez que vous étiez en train de revoir le process de recrutement pour essayer de le raccourcir. Et vous écoutez ça avec attention, ces conseils? Oui, parce que nous, on a des étapes un peu longues pour recruter, puisqu'on est sur des métiers en lien avec la sécurité, donc il faut qu'on s'assure des aptitudes psychologiques, médicales, enfin voilà, il y a plein de bonnes raisons pour expliquer qu'on a un processus de recrutement long, sérieux, voilà.
Mais quand même, il faut qu'on fasse aussi bien en faisant plus court et en restant au contact de nos candidats, parce qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas, quand ils postulent, qu'on mette autant de temps, parfois plusieurs mois, hein, ça peut arriver, pour revenir vers eux. Donc il y a ce besoin d'avoir un contact régulier. Ils peuvent comprendre qu'il y a certaines étapes avec des rendez-vous importants à prendre, mais ils ont besoin d'être en lien permanent. Et si on perd ce lien, on perd le candidat. Donc ça, c'est important. Donc raccourcir les délais. Et quand on ne peut pas les raccourcir, rester en contact. Sinon, faut tout recommencer, en fait. Et puis, une fois qu'on les rencontre pour finaliser le recrutement, effectivement, on s'aperçoit, en fait, qu'ils en savent beaucoup sur l'entreprise. Et pas seulement parce qu'ils ont regardé beaucoup les réseaux sociaux, etc., mais aussi parce qu'ils ont discuté avec des salariés de l'entreprise et ils ont cette liberté-là de le faire. C'est-à-dire que, alors nous, on est une entreprise ouverte, donc c'est assez facile de discuter avec des salariés de la SNCF. Mais en fait, c'est assez fréquent de rencontrer des candidats qui ont déjà discuté en gare avec telle ou telle personne et qui se sont fait une idée de l'entreprise dans laquelle ils rentrent. Voilà. Donc c'est le point de départ en fait d'un partage de compréhension de l'entreprise qui est assez intéressant. Donc c'est très très juste ce qu'elle racontait sur le fait que c'est pas juste l'image en fait. Ça nous engage nous en interne à être complètement cohérents et alignés avec l'ensemble de nos salariés. Sinon ça se voit au moment de l'intégration ou au moment de la formation. Voilà, la RSE ne peut pas être qu'un affichage et du greenwashing. C'est pas possible. Pas possible. Très bien. Merci à tous les quatre d'avoir témoigné, d'être venus témoigner de la réalité de vos entreprises et de votre quotidien. Social Change, ça continue, ce n'est pas terminé, toute l'après-midi. Prochain témoignage ici même dans l'auditorium de Laetitia Longard, Communication Manager de Cedréo, qui parlera de comment embarquer ses salariés dans la transition. Puis il y a aussi des cas d'école, des témoignages attendus cet après-midi. Une table ronde, par exemple, ici à 15h, misée sur les circuits courts et le Made in France pour rebondir. Je vous souhaite une très bonne journée Social Change. Merci à vous. Merci à tous.